Ok. Donc, on va commencer par la première. On avait dit du coup de faire un clone d'un disque vers un autre disque. Donc, par exemple, je vais prendre le disque. Je vais prendre ce serveur là. Donc, je vais rajouter un deuxième disque. Bon, là, il y avait déjà un autre disque qui avait été rajouté pour un essai, mais je vais en rajouter un autre. Pour mieux repérer, je vais le mettre un petit peu plus grand. Comme ça évitera la confusion que j'ai fait l'autre jour. Et ici, à la place de l'ISO de base, je vais mettre celle de Clonezilla. Voilà. Là, elle y est. C'est bon. Maintenant, je vais démarrer dans le BIOS directement pour être sûr de pouvoir démarrer sur le CD. Le CD, il est là. Donc là, je prends la version avec grande taille d'écriture pour que ça soit directement plus lisible pour vous. Mais sinon, de toute façon, les trois premières, ça revient au même. C'est juste après, il charge le programme directement en RAM pour aller un petit peu plus vite pour certains éléments. Mais ça va pas diviser par 5 ou 10 non plus le temps. Donc là, on attend qu'il finisse de démarrer. Donc là, je vais le prendre en français. Après, quand vous allez changer de clavier, vous choisissez peut-être les trucs de base. Donc je démarre Clonezilla. Et ici, je dis que du coup, je veux faire un disque vers un disque. Donc device vers device. Ça, c'était la première chose qui était demandée. Donc bon, là, pour le standard, on peut laisser sur du mode débutant. Hier, on a vu qu'il y avait quelques questions supplémentaires en expert, mais pour la majorité des choses, on peut rester en débutant. Donc ici, il demande si c'est des partitions ou du disque qu'on veut cloner. Donc là, c'est un disque. Ici, il demande la source. Donc la source, c'est l'origine, c'est ce qu'on veut cloner. Donc là, c'est celui qui fait 64 Go. Ensuite, la cible, c'est là où on veut envoyer. Par contre, il précise bien que du coup, s'il y avait des données sur le disque, elles seront effacées. Donc, il faut que vous soyez sûr que le disque sur lequel vous envoyez, du coup, était bien vide ou que les données dessus c'était pas grave. Ici, il demande si on veut vérifier le système de fichiers. Donc, on peut dire. Donc là, on va faire non pour gagner du temps, mais tout à l'heure, quand on fera l'image, quand j'ai refait un essai, il conseillait de faire la vérification. Donc on utilise la même table de partition que le disque source. Au pire, on agrandira un petit peu la partition
si nécessaire, parce que le disque est un peu plus grand. Et là, on décide de ce qu'on fait quand il a fini. Donc là, on va décider d'arrêter la machine quand c'est terminé. Et là, on fait entrer. Donc là, il dit que ça va être écrasé, donc il demande confirmation. Il redemande confirmation. Après, on le laisse faire ses manips. Il prépare ses différents éléments. Ensuite, il passe vraiment à la copie. Donc, il copie partition par partition. C'est pour ça que vous avez plusieurs fois l'écran. Et là, ici, c'est la partition principale qui copie, puisqu'on voit qu'il nous dit qu'il y a 12 Go à copier. Et donc, du coup, ce que là, on a copié, c'est le disque système du serveur. Potentiellement, quand votre serveur, le disque, vous avez fini d'installer votre serveur, que tout le système est prêt et tout, vous pouvez éventuellement le cloner comme ça, garder l'image, soit vous gardez sur un deuxième disque, ou soit vous gardez vous le clonez en tant qu'image, comme on va faire après, et vous le gardez de côté, cette image-là, comme ça, en cas de problème, le système peut être rapidement remis en place. Et donc ça fait gagner du temps pour l'entreprise. Parce que plus longtemps un serveur est arrêté, plus ça pose de problèmes pour l'entreprise. S'ils avaient des éléments dessus ou qu'il y avait des éléments qui étaient obligés de circuler par cet ordinateur-là. Pourquoi là aujourd'hui il est plus long qu'hier, alors qu'il avait à peu près la même taille. Et tout descend comme ça. Voilà. Là c'est vraiment la base du coup, de faire de faire un disque qu'on clone sur un autre, parce que si par exemple vous arrivez dans une entreprise, il y a 10 machines à faire parce qu'ils viennent de changer de matériel et que vous avez du coup pas de WDS ou alors vous voulez des programmes déjà préinstallés, mais pour une raison ou pour une autre, le sysprep ne veut absolument pas passer. Ça peut arriver, hein. Donc dans ce cas-là, vous pouvez du coup cloner le disque que vous avez fait une fois qu'il est prêt, et vous le clonez sur sur les disques des autres machines. Comme ça, chaque disque aura aura exactement la même chose. Donc ça peut faire gagner du temps. En l'occurrence, je sais pas pourquoi il n'a pas envie, mais alors, gestionnaire de tâches. Est-ce qu'il nous dit quelque chose? Donc il tourne. Pas non plus que ça.
Et ben, on va le laisser tourner. Donc, je vais juste mettre un truc ici. Donc là, lui, il est en train de copier. Bon, on va le laisser finir pendant ce temps-là. Parce que là, après, une fois qu'il a fini, bah, il va s'arrêter et le disque sera cloné. Et quand il aura fini, bah, on refera un essai. Je retirerai le disque qui faisait 60 Go et je démarrerai du coup sur le disque qui fait 75 à la place. Et normalement, du coup, notre serveur sera à nouveau opérationnel. Pendant ce temps-là, du coup, on va faire la correction de l'autre. Celui où je demandais de créer du coup une image. Donc effectivement, je n'ai pas vérifié pourquoi quand j'avais mis le deuxième disque, il ne l'avait pas trouvé pour mettre l'image dessus. Mais c'est pas grave. Là, du coup, je vais vous montrer, parce qu'on avait vu qu'on pouvait monter directement un SSH ou un partage NFS ou Samba pour mettre l'image clonée. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais le faire avec du SSH. Et vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué que de se connecter au SSH avec le CMD. Je m'arrête parce que je crois pas que j'ai mis l'ISO. Ah bah si, je l'avais mis. Donc là, pour l'instant, le début va être exactement pareil. On démarre sur le BIOS afin de pouvoir lancer le CD ou la clé USB hein, si vous le faites sur une machine physique. Je reprends le même avec les textes un peu plus gros. Là, pour l'instant, on a deux machines. Non, là c'est parce que comme l'autre n'était pas finie, elle prend du temps, je vais pas réutiliser la même. Si elle s'était finie rapidement, j'aurais réutilisé la même. Mais là, pour pas perdre de temps. En informatique, il faut toujours penser aussi en parallèle. Pas forcément attendre qu'un truc se termine pour forcément passer à autre chose. Mais bon, ça après, ça viendra avec l'expérience. Hein 160 Go. Peut-être que c'est 200 Go. Non, normalement c'est 160. 160 Go normalement. Ah. Ah, le 20 Go. Ouais. 200 mégas. Ah, bizarre. Bon, sinon, bah, je regarde. Je vais essayer avec celui-là, pour voir si c'est la même chose. Donc, ici, bon, toujours le même problème du clavier. Autant pour l'autre, quand vous faites partition en partition, vous avez vu qu'il vous a pas, vous aviez rien à taper. Donc, c'était pas grave à la limite si vous mettiez en anglais. Mais là, du coup, comme là, vous allez avoir besoin de taper, c'est mieux de bien passer sur un clavier français. Bon, sauf si vous avez l'habitude de taper sur un clavier en QWERTY. Hein. Après, je connais pas les habitudes de chacun. Oui, il ne switche pas automatiquement. C'est pour ça qu'il te demande si tu veux garder ou si tu veux choisir après. Donc là, en dessous, tu fais choisir un autre. Hein
En fait, tu fais entrer, tu choisis la disposition du clavier d'abord. Générique 105 PC là. Et après, il te choisit. Ouais. Et après, il te demande la langue. Des fois, c'est le contraire. Des fois, il demande la langue d'abord et ensuite la disposition. Mais là, non. Donc ici, on va dire device vers image. Et ici, vous voyez qu'il nous propose directement serveur SSH. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, il nous demande comment on veut avoir l'adresse IP de la machine où on est. Parce que Claude pour l'instant, il n'a pas d'adresse IP. Donc là, on va lui dire d'utiliser une dynamique, puisqu'on a un DHCP qui fonctionne. On ne va pas s'embêter. Sinon, on utilise directement l'IP statique. Ou même si on a les identifiants de la connexion Internet et qu'on est branché en direct, on peut même utiliser le PPP. Ouais. Mais là, on va faire en DHCP. Ici, il faut mettre l'adresse du serveur DHCP sur lequel vous voulez vous connecter. Donc moi, en l'occurrence, ici, ça sera le 10, le 10.0010. Le port, on laisse à 22 parce que je n'avais pas modifié sur cette machine-là le port. Si vous aviez modifié le port du SSH, bah vous adaptez pour mettre le port qui va bien. Ici, vous dites avec quel compte vous allez vous servir. Donc, si vous connaissez root, il y a bien le root, vous pouvez. Sinon, vous pouvez utiliser un autre utilisateur. Donc là, je fais OK. Et ici, après, il demande le chemin à quel endroit on va stocker l'image. Donc moi, j'ai un répertoire Docker qui en fait correspond à une partition montée sur un deuxième morceau de disque. Donc je vais mettre sur celui-là. La seule chose qu'il faut faire attention, juste après en fonction de quel compte vous utilisez, c'est les droits d'accès. Parce que si le répertoire dans lequel vous essayez de mettre l'image, vous pouvez y accéder, mais vous n'avez pas l'écriture dessus, du coup, vous ne pourrez pas enregistrer l'image. Donc si avec Doc, vous n'avez pas l'écriture sur Docker, il aurait refusé l'accès. Donc du coup, on choisit Docker, parce que là, c'est le nom que j'ai mis à mon répertoire. Après, vous mettez celui qui va bien. Donc là, il dit qu'il y a une confirmation. Comme à chaque fois qu'on se connecte la première fois à un appareil, il demande de confirmer si c'est bien, si on est d'accord. Et ensuite, il demande le mot de passe de l'utilisateur avec lequel on veut se connecter. Oui, c'est ça. Après, c'est Claudia qui a demandé comment on voulait avoir l'adresse IP. Si on voulait la mettre en statique ou si on utilisait le DHCP. Ou le PPPoE, mais c'est du coup des cas un peu plus spécifiques. Donc là, étant donné qu'on a un DHCP, on l'utilise. Si on n'a pas de DHCP, on met une adresse fixe, ou même si on a un DHCP, on peut mettre une adresse fixe. C'est au choix. Donc ici, j'ai mis le mot de passe de mon utilisateur. Donc là, il l'a repéré. Ici, il vous dit qu'il y a 18,5 Go disponibles, enfin au total, et qu'il y en a 17,6 de disponibles. Bon, comme ça, ne me demandez pas trop où le giga est passé. Je pense que il doit servir pour des échanges. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a un giga qui a disparu entre la taille totale et la taille disponible, sachant que d'utiliser, il n'y a que 28 K. C'est probablement pour des échanges temporaires. Là, on voit qu'il fait un fichier en temporaire. Et après, il va redemander les mêmes questions que tout à l'heure. Donc là, on veut save un disque.
là c'est le nom où il va stocker l'image. Donc soit vous mettez avec la date, soit vous pouvez mettre un nom. On va mettre test. Clone ZIA. Ah. Bah, je pourrais avoir mis le français. Pas grave. Donc voilà pourquoi si vous voulez mettre un nom précis, c'est mieux d'avoir le clavier dans la bonne langue. Donc ici on choisit lequel on veut sauvegarder. Donc normalement je pense qu'il était sur le 60 Go. Là on dit si on veut, quel type de compression on veut utiliser. La première c'est surtout si on a pas mal de processeurs et puissants et tout pour gagner un peu de temps sur la compression. Donc là on va faire juste compression classique. Et donc là c'est là qu'il conseille de scanner, de vérifier le système de fichiers en même temps. Quand je l'ai fait tout à l'heure, la première fois que je n'avais pas coché, il m'a fait une erreur et du coup il n'a pas copié. Donc là je vais le faire, on va voir interactivement qu'est-ce qu'il nous dit. Ici vérifier une fois qu'elle est terminée si elle est correcte. Et ça c'est si on veut chiffrer en plus l'image. Et après je dis que j'arrête la machine quand c'est terminé. Donc là il commence à faire ses vérifications et tout. Donc là il demande de bien confirmer. Et là il commence son processus comme tout à l'heure. Pendant ce temps-là, on voit que le serveur ici, c'est bien éteint, donc ça veut dire que la copie a bien été faite. Donc là, voilà. Maintenant qu'il est dans la partie la plus longue, on va tester l'autre. Donc pour tester, je vais retirer le disque de 60 Go, qui était celui qui nous servait de source pour la copie. Et ensuite, je vais booter sur l'autre. Enfin, je vais booter la machine. Après, il est possible que la première fois, l'ordre de boot ne colle pas forcément. Bah, a priori, ici. Il a retrouvé quand même il a retrouvé a priori ses petits. Donc là, on voit qu'il est bien en train de charger. Donc ça veut bien dire que le clone a bien été fait. Mais si on va voir dans l'espace disque, on devrait voir qu'il va utiliser que 60 Go sur les 70. Puisqu'on avait dit d'utiliser celui de base. On n'avait pas demandé, on n'avait pas coché proportionnel. Voilà, il est parti, il est en train de créer l'image. Et après, une fois qu'elle sera créée, je vous montrerai quand même comment restaurer, comment utiliser l'image pour restaurer vers une autre machine. Voilà, donc le serveur démarre des fois un petit peu long.
Le clone aussi peut servir par exemple si à un moment une surveillance vous annonce que le disque est en train de faiblir ou quoi, le disque où il y a votre système, avant que potentiellement il tombe et il vous lâche si vous n'étiez pas en RAID, vous pouvez déjà du coup lancer un clone. Comme ça, si jamais après vous changez le disque, vous remettez le clone et ça repart comme c'est quasiment invisible comme manipulation pour les gens. Donc voilà, là c'était le disque, vous pouvez aller voir. Là vous voyez, vous avez 10 gigas qui ne sont pas alloués. Pourquoi ce coup-là il ne me laisse pas étendre le volume? Peut-être le serveur qui fait un verrouillage. Mais normalement on aurait dû pouvoir en toute logique étendre le volume. Mais si j'avais fait du coup en proportionnel, bah, il aurait augmenté un petit peu ça, et il aurait mis le reste sur le C, directement au moment où on a restauré l'image. Mais on a pu voir que ça fonctionnait. Lui, on va le laisser tourner. Alors, normalement, du coup, pour ce au moins là, vous avez dû récupérer du coup le Zabbix et le Najux. Hein? Non? Oui. Donc du coup là, je vais vous montrer comment comment mettre en place ces machines-là. En fait, c'est des machines. En fait, en réalité, c'est des machines virtuelles déjà pré-programmées. Donc je vais vous montrer comment on les ajoute. Hein? Il y a le disque là, c'est bon? Bon bah je sais pas pourquoi l'autre fois, je regarde la partition. Ouais. Hmm. Ouais. Et il n'y a pas Ventoy dessus, non? Non, c'est l'autre où il y a le Medicat. Ouais. Bon, là, on le laisse tourner. Donc pendant ce temps-là, ah bah non, il a peut-être fini. Bon, il a presque fini, donc on va le laisser finir, pas trop mélanger non plus, des fois. Voilà. Et là, normalement, donc il a fini, il va dire qu'il va s'arrêter. Donc là, c'était la partie, on a créé l'image. Maintenant, on va la restaurer. Mais on va pas la restaurer sur la même machine. On va utiliser une autre. C'est juste le disque du coup. J'ai utilisé un 60 Go, donc il faut que je remette un disque de 60 Go aussi pour éviter les risques de complications éventuelles. Donc là, vous mettez un disque qui fait au minimum la même taille. Ici, j'ai mis mon clone ZIA dedans déjà. Du coup, je le relance. Et là, du coup, on va faire le contraire. On va utiliser l'image pour restaurer sur un autre disque. Et là, du coup, on peut l'utiliser sur une autre machine directement. Et on va voir qu'on va pouvoir le faire à travers le réseau. C'est ça qui est intéressant aussi. Bonjour. Attendez, 30 secondes. Donc voilà, bon,
On repasse en français. On démarre Cloudsia. Donc là, on refait la même chose. Device vers image. Alors bon, pourquoi ce coup-là, il me l'a mis en français, le Cloudsia? On va pas chercher. Tout à l'heure, il me semble qu'il était en français. Bon, regarde. Ici, on va aller rechercher à nouveau notre serveur SSH qui nous a servi. Donc, on récupère par le DHCP. Par contre, Cotnat, il aurait mis. Rien de bizarre. Le port 22, le doc, le même répertoire que tout à l'heure. Et ce qui veut dire, c'est que le DHCP. Attends, j'étais bien en DHCP tout à l'heure. Ah, j'étais bien en net. Ah non, parce qu'en fait, il n'a pas chopé la bonne adresse. Et du coup, je pense qu'il va falloir que je refasse. Donc, non. Donc, device vers image, le serveur. Pourquoi il me propose cette adresse là? Ah bon. Attends, est-ce que je ne me suis pas mélangé dans mes cartes? Le 10 pourtant c'est bien le net. On va la redémarrer la machine parce que je crois qu'il y a un truc qu'elle n'a pas bien. Qu'elle n'a pas bien percuté. Là, je ne l'ai pas forcément vu au niveau du menu, mais en fait, du coup, il proposait directement aussi pour les malvoyants, il y avait une version où vous pouvez y avoir avec où il dicte le texte. Non, c'est pas parce que je suis en BIOS, c'est pas de raison. Le DHCP, lui, il est censé récupérer la même chose que ce soit en BIOS ou en EFI, normalement. Sinon, je referai une autre machine au besoin. C'est bizarre. Donc forcément, si on n'est pas, il ne chope pas le bon réseau. Français. Ah, ça dé. Power off. Ce coup-là, c'est mon serveur qui a répondu plus rapidement que PSense. Vous disiez bien aussi. Du coup,
Toutefois, il faut toujours faire attention quand on a plusieurs serveurs DHCP sur un réseau. Des fois, c'est pas toujours le bon qui y répond. On peut dans celui de VMware, je ne sais pas si on peut, mais dans Windows, tu peux faire un décalage de réponse. C'est-à-dire que tu peux dire que celui de Windows, il répond au bout de 10 millisecondes, et les autres répondent dans les 5 millisecondes. Normalement, tu peux étaler le. Ouais. Mais du coup, si tu décales, ça peut donner une priorité aux besoins. Mais, après, si tu peux peut-être si tu fais une réservation. Tu fais une réservation de Mac. Du coup, il va vérifier, il devrait vérifier normalement dans ceux qui vont répondre, il va retrouver directement il devrait retrouver celui qui a la réservation. Donc, du coup, il devrait répondre. J'ai pas testé, mais dans la théorie, ça devrait. Puisque comme les différents vont répondre, à un moment, quand il y en a un qui va répondre, l'autre il va dire ah oui, tiens, ça c'est moi, c'est mon adresse Mac. Donc du coup, il va récupérer celui-là en priorité. Il devrait, hein, je ne vais pas garantir à 100%, mais en toute logique, avec une réservation d'adresse IP, il devrait. Oui, c'est ça aussi. Tu peux le faire sur un routeur, tu peux le faire à plusieurs niveaux, notamment au niveau du DHCP. Alors, StanCodia, Device Image, SSH, DHCP. Voilà, c'est mieux. Et c'est étonnant parce que d'habitude, c'est plutôt VMware qui a tendance à répondre trop rapidement. Et là, c'est pas le cas. Donc 22 comme tout à l'heure, je vais reprendre le même utilisateur. Je précise à quel endroit j'ai stocké mon image. Donc j'accepte. Donc il a bien retrouvé notre répertoire. Par défaut, en débutant. Et là, donc du coup, on va pas faire save, on va faire restore. Donc après, c'est pour décrypter l'image. Donc là, on va faire juste restore disk parce que l'image, on ne l'a pas cryptée. Là, il nous demande l'image qu'on veut restaurer. Donc là, il n'y en a qu'une. S'il y avait plusieurs images dans le dossier, eh ben, on aurait la liste des différentes images. Ensuite, on choisit le disque sur lequel on va le mettre. On utilise la partition de base. Là, si on veut gagner du temps, parce que normalement, il est censé l'avoir déjà vérifié après l'avoir créé. Donc, à la limite, c'est pas besoin de forcément la rechecker avant de le recopier, puisqu'on vient de le faire. Mais si jamais vous avez un doute, c'est une image qui est un peu vieille, où il y a pu avoir des trucs, vous pouvez laisser de vérifier l'image. Là, on va pas le faire. Et on va dire d'arrêter la machine quand c'est fini. Et là, on fait entrer. Donc ok, là, parce que du coup, comme c'était un NVMe à la base et que là c'est pas un NVMe, du coup il retrouve pas exactement les numéros de partition, donc il dit en fait qu'il va faire un fichier temporaire pour remodifier les références dans les fichiers avant de restaurer. Donc en gros ça va prendre un petit peu plus de temps potentiellement. Donc là,
on confirme parce qu'il nous précise quand même que le contenu du disque va être effacé. Bon, on est au courant, on sait qu'il n'y a pas de risque sur ce fichier-là, mais il est obligé de demander. Et lui, il demande carrément 2 fois de confirmer. Et là, du coup, ben, après, c'est pareil, il va passer différentes partitions. Là, je crois qu'il y en a 4. Donc, il va passer les 4 partitions les unes à la suite des autres pour les recopier. Avec bien sûr toujours une partition qui va être plus grosse, la partition système. Voilà. Donc là, on retrouve bien les 11 gigas qu'il a recopié tout à l'heure. Et comme ça, c'est parti. Donc du coup, on va le laisser tourner tranquille. De toute façon, on va surveiller. Ici, la machine est censée s'éteindre quand c'est terminé. Donc quand elle sera éteinte, ben, on ira faire le test pour voir si ça a bien restauré. Normalement, ça devrait. Et après, bah, c'est plus ou moins rapide en fonction des périphériques de source et tout. Là, comme on est sur des périphériques qui sont tous les deux émulés, du coup, la vitesse est des fois, peut être un petit peu réduite. Et c'est pas par rapport à la taille du disque. Non, après, c'est des fois, en général, plus les fichiers sont petits, des fois, plus c'est lent parce que du coup, il est en train de faire toujours en train de faire des swaps. Des fois, c'est plus rapide de transférer des gros fichiers que l'équivalent en taille de petits fichiers. Parce que l'échange est pas le même, donc il travaille pas pareil. Mais par contre, les gros fichiers, c'est bien pour tester la stabilité de ton disque, pour vérifier si ça reste bien plat, le même niveau de vitesse. Parce que par exemple, si tu as un disque de basse qualité, ça va démarrer fort et puis d'un seul coup, ça va s'effondrer et tu auras quasiment plus de transfert parce qu'en fait, il n'y a pas de cache dans le disque. Donc, c'est des disques de SSD de mauvaise qualité. Pour pas citer les trucs achetés sur Temu ou la majorité d'AliExpress. Ah, c'est pas dit qu'ils soient tous comme ça hein, sur AliExpress en tout cas, mais il y a plus de risques. Ou pareil, hein, si vous voyez des disques externes ou même internes de 256 Tera, si vous avez 20 Go, ça sera bien. Ça a déjà été prouvé hein, par plusieurs. En fait, tu ouvres le disque, alors, tu peux être surpris. Soit tu peux trouver une clé USB, soit tu peux trouver une carte SD ou une carte micro SD même. Ouais, ils te vendent ça pour ça et en fait ils trafiquent le firmware pour que Windows affiche ça, mais dans la réalité il y a pas ça et donc du coup tu transfères des données puis d'un seul coup tu n'as plus rien. Après tu as deux possibilités. Soit le disque au bout de 20 Go on va te dire non j'ai plus de place. Tu dis bah comment ça il n'y a plus de place il me reste encore 5 Tera. Ou alors, il y a eu pire comme cas des fois, c'est que les données, tu lui envoies 20 gigas, il va copier les 20 gigas, sauf qu'en réalité, il va réécrire les secteurs au fur et à mesure. Donc, dans la réalité, en fait, tu vas pas avoir tes 40 Tera, ils vont s'être écrasés au fur et à mesure, les fichiers. Donc, non, faut se méfier. Mais après, sur Amazon, tu peux tomber sur Amazon sur des trucs comme ça aussi, hein. Pas que sur, pas que sur Temu. Mais oui, il y a beaucoup de revendeurs. Donc, du coup, tu peux te retrouver sur des arnaques aussi. Et dans ces cas-là, il y a des arnaques qui seront un peu plus chères que si tu avais acheté sur la même arnaque sur Temu en plus. En général, tu arrives quand même
à faire jouer les problèmes. Bon, je sais pas si c'est vraiment le pire ou pas. Ah, bon point, ça c'est, oui, c'est un peu autre chose aussi comme principe. C'est du particulier à particulier, ouais. Donc, il y a toujours des risques avec ça. C'est comme j'imagine, hein, le Facebook Marketplace, ça doit être du même genre, hein. Ah, il y en a sûrement qui sont sérieux, mais quand tu lis des trucs, des fois, c'est pas. T'as des doutes. Donc voilà, là, on a du coup fini de copier. Là, je vais le démarrer. J'ai désactivé le CD. Alors, on va regarder l'ordre des boots. Ok, je peux pas mon test. Ah non, je sais. Euh, Shutdown. Je sais pourquoi, parce que je l'avais préparé pour un Linux à la base. Et du coup, le système ici n'est pas bon, puisque finalement c'est un Windows. Et du coup, les partitions qu'on a copiées étaient en UEFI. Voilà. Si on prend le bon matériel pour le recopier, ça marche. Pour le lancer, ça marche mieux. Et donc là, on voit qu'il a bien retrouvé le boot et tout, donc il est en train de charger normalement. Bon, c'était presque ça. C'était presque ça, mais là, il y a un truc qui lui a pas plu, quand même. Au moment de la recopier, là, on va voir si la réparation, on va voir si elle marche. Alors, il a mal testé tout à l'heure. Donc, on est en français. Ok. Après, peut-être que ça aurait peut-être mieux marché si on avait peut-être effectivement, comme ils avaient un peu signalé tout à l'heure, de recopier d'un NVMe vers un NVMe. Parce que du coup, comme c'était pas les mêmes noms de référence de partition qu'il utilisait ou quoi, si ça se trouve, le BIOS, il servait aussi peut-être de référence par rapport au NVMe qui était différent. Mais voilà, le principe, normalement, c'est clair pour tout le monde sur comment ça se fait. Hein? On va refaire le test, hein, c'est ce que je dis. Là, on va enlever le SSI. On va voir si ça peut être le message d'information qu'il nous a dit tout à l'heure. On va faire un remove. On va ajouter ce coup-là à NVMe. On va refaire le test, hein. Comme ça, on sera fixé. Allez, setting. Au moins comme ça, le diable lance en plus directement en UEFI plutôt que
lancer en BIOS en plus. On est vraiment dans le même cas que l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est en fait, c'était resté en anglais tout à l'heure parce qu'on était en mode BIOS, mais non pas en mode UEFI. C'est pour ça. Tout pareil que tout à l'heure. Restore le disque. La même image. On va essayer aussi de ne pas la restaurer, on va voir ce qu'il dit, et on dit d'arrêter. Ça, on est exactement dans les conditions que tout à l'heure. Donc là, effectivement, il ne nous a pas fait la remarque du problème de référence de partition, contrairement à tout à l'heure. Parce que là, c'est NVMe vers NVMe. Et donc, du coup, c'est possible que le BIOS, à un moment, que l'EFI ait perdu une référence. Bon, en même temps, normalement, effectivement, si c'était NVMe à la base, en général, on clone vers un NVMe. Ce qui semble assez logique quand même. Ouais. Après, il y a Norton Ghost. Hein, ouais. 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 Mais là, ce qu'il y a, c'est que du coup, on a. Ouais, mais tu clonais de la mécanique vers la mécanique, c'est ça? Oui, mécanique vers SSD. Ouais. Mais le SSD classique ou NVMe. Ouais. Mais parce que du coup, sous Linux, les disques, que ce soit les disques mécaniques ou SSD classiques, ont la même référence de partition. C'est les disques NVMe qui ont un nom différent. Les disques SSD classiques, on va dire, hors NVMe, et les disques mécaniques, ils ont un /dev /SDA, SDB, ouais, ainsi de suite. Alors que les NVMe, tu vois ici, en haut, c'est marqué là, NVMe 0, N1, P3. Donc c'est pas la même référence d'organisation. Donc c'est pour ça que ça a pu passer entre le mécanique et après, mais en même temps, il l'avait signalé tout à l'heure qu'il y avait un risque de souci. Donc là, il l'a pas mis, donc on va voir. On attend la fin. Hein. Tant qu'on n'a pas lancé, il peut toujours y avoir une erreur. Mais ça peut être ça. Peut-être parce qu'on n'avait pas sur le même type de disque.
On n'a pas recollé sur le même type de disque. Bon, le temps qu'ils finissent, on va poser nos deux machines. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Donc normalement, si vous avez récupéré, on va faire le Nagios d'abord. Vous avez un fichier qui a cette icône-là. OVA. OVA, en fait, c'est des images de machines virtuelles compressées. Et donc, ils prennent moins de place que la machine, que comme si on prenait directement le répertoire et qu'on le collait. Donc là, tout simplement, quand vous avez des fichiers OVA, vous faites un double clic. Ah, bon. Si vous n'avez pas VMware, si vous n'avez pas VirtualBox, là, du coup il a décidé de rentrer en premier. Donc sinon vous faites ouvrir avec VMware Workstation. Ici, il va vous demander le nom de la machine. Donc on va mettre Nagios 11. Ok. Donc là je disais, donc du coup les OVA, en fait vous dites le nom de la machine et ensuite vous dites à quel endroit vous voulez la stocker. Donc par défaut, il la remet dans le répertoire par défaut du stockage des machines. Donc là on fait import. Et donc là tout simplement il va importer il va décompresser la machine à l'endroit demandé. Et après ça, elle sera utilisable. Et après pareil, les vôtres de machines que vous faites ici, vous pouvez aussi les transformer en OVA pour éventuellement les transporter un peu plus rapidement. Après, vous voir le temps que ça va mettre pour transférer en OVA par rapport au temps que ça fait pour les transférer en direct. Mais ça peut permettre de gagner de la place. Mais pour transformer en OVA, il faut un peu de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut voir la terre. Hein? N'importe quelle machine de VMware, là. N'importe quelle machine VM, on peut les transformer en OVA. Je vais vous montrer comment après. On ira juste vérifier notre clonage si ce coup-là, ça a mieux marché. Et ce qu'il y a, c'est que pendant que ça importe, en fait, je peux pas. Ah si, je peux, d'habitude, je peux pas. Voilà, donc là, il nous a rajouté notre Nagios. Donc ici, pour finir, je redésactive mon CD et j'essaie de relancer ma machine. Alors, est-ce qu'on décide de m'embêter ou pas? Bon, ça peut arriver qu'ils mettent ça parce que du coup, comme c'est pas le même disque, il y a une petite différence de numéro de série potentiel et tout. Mais bon, là, ce coup-là, ça a bien marché. Donc, je pense que c'était le problème qu'il nous avait dit tout à l'heure. C'était des partitions type NVMe et l'autre qui était des partitions plus standard. Il a pas réussi. L'UEFI là pour le BIOS, il s'est perdu quelque part. Donc c'est pour ça que ça n'avait pas marché, mais là on voit que ça marche. Voilà. Au niveau du coup des clonages et tout, là, des questions en particulier ou le principe au moins est bien compris dans ce qui est possible de faire.
Ok. Ok. Donc là, je vais arrêter sur cette partie-ci. Je vais relancer un autre pour l'autre partie.